La planète est énergie, la planète est notre habitat. Et l'architecte, par son métier, son savoir et les valeurs qu'il transmet, contribue à façonner le monde. Nous avons rencontré et interrogé plusieurs praticiens d'horizons différents sur la place que prend l'énergie dans la conception du projet architectural. Comment répondre aujourd'hui à ce défi ? Quel rôle prend l'énergie dans notre habitat et nos vies dans cette période de révolution technologique et numérique ? Quelle capacité développe l'architecte pour rester le garde-fou d'un système normé par la pression de l'industrie du bâtiment et par les défis énergétiques de la croissance économique ? Quels sont les acteurs actuels du projet et comment la pluridisciplinarité et le dialogue de culture permettent l'invention de nouveaux processus de design urbain et architectural ? Quel est le rôle que doit avoir la pédagogie et la formation pour que l'architecte reste au cœur du projet ? Il y a un moment que les architectes, ils avaient la connaissance. C'est une question de connaissance. Ils construisent un bâtiment, ils construisent un bâtiment sans énergie, parce que dans le siècle passé, on n'avait pas de chauffage, on n'avait pas d'énergie électrique. Donc, les architectes, toujours, ont créé une sorte de complicité avec l'environnement. Donc, cette complicité, si on dit ça, je peux dire ça en français, c'était partie de la manière de réfléchir sur l'architecture. Donc, on ne se posait pas la question n'était pas là. La question est des bâtiments forcément comme ça, hein, parce qu'on construit toujours avec une relation climatique. C'est la raison plus simple, les résultats plus simples sont dus du fait que par rapport à la latitude et les conditions climatiques, l'architecture a répondu de manière différente. Après, il faut bien dire que l'architecture n'est pas seulement durabilité, il y a un aspect social, il y a un aspect culturel, il y a un aspect décoratif. Bon, l'architecture, c'est quelque chose quand même beaucoup plus complexe qu'un aspect énergétique. Non? Mais c'est vrai qu'il y était, pour beaucoup de temps, les architectes ou les constructeurs, je ne sais pas comment dire, étaient des gens qui avaient la connaissance de savoir construire. Et ce savoir, on l'a perdu dans le moment qu'on a dit, bon, les architectes et les ingénieurs, là, l'architecte, il s'occupe de la forme, les ingénieurs, ils vont résoudre des problèmes technologiques. Du moment que vous avez divisé cette culture, on a créé une situation paradoxale. Les architectes se sont... On a réduit le contenu de l'architecture parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était capable de résoudre les problèmes que nous, on a écartés. Moi, je travaille sur la forme, je travaille sur les matériaux. Donc, on a fait une réduction des capacités, une réduction des connaissances. Mais c'est vrai que dans le moment qu'on a divisé les deux compétences, ils ne se sont pas parlé beaucoup. Non? Et donc, les architectes ont perdu
le savoir-faire. Moi, c'est ça qui ça m'intéresse dans le processus de travail, c'est de reprendre les compétences, le savoir-faire des bâtiments. La directive en tant que telle est une norme, c'est pas une norme technique, hein, c'est plutôt une volonté d'harmoniser les obligations. Donc, par exemple, cette directive demande aux États membres de fixer des exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments neufs, de fixer des exigences minimales de performance énergétique pour les bâtiments existants, dans le cas d'une rénovation importante ou dans le cadre de remplacement de certains éléments de ces bâtiments. Donc, en tant que telle, on peut la considérer comme une certaine norme d'harmonisation. Ce qui est demandé par la directive, c'est que ces exigences minimales, en fait, soient établies dans ce qu'on appelle un optimum économique, c'est-à-dire en termes de coût global, que ces exigences correspondent bien au coût global minimal moyen dans les contextes différents, climatiques, techniques, de ces États membres. Oui, moi je pense que l'essentiel du problème, il est lié quand même à la rénovation du patrimoine existant. Patrimoine qui peut être rénové la plupart du temps. Ici, dans le centre de Paris, il y a peu de bâtiments qui peuvent être rénovés, en tout cas être rénovés par l'extérieur, comme c'est traditionnellement le cas, à cause de ça, pour des difficultés géométriques. Mais je pense qu'il n'y a pratiquement que Paris qui est dans cette situation-là. Enfin, il y a quelques autres bâtiments en France, mais quand on regarde les grandes villes, il y a quand même, la plupart des bâtiments peuvent être rénovés facilement. Est-ce qu'ils le feront? Je rejoins ce que je disais tout à l'heure, je pense que la population n'est pas encore prête. Et le problème, c'est les copropriétés. Les copropriétés, les syndics de copropriété, qui n'ont aucune idée de ce que veut dire consommation énergétique en plus ou en moins. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'il aurait fallu, c'est ce que j'avais dit à Jean-Louis Borloo, mettre en place un ravalement thermique obligatoire. Il y a un peu on retourne les cultures de construire par rapport au climat. Mais le problème principal, c'est la manière dans laquelle vous pensez l'architecture. Pas comment vous allez résoudre le problème technique. Et après la technique, on a compris depuis 40 ans qu'on peut faire n'importe quel bâtiment et on va résoudre le problème thermique avec une machine, avec quelque chose. Non? Mais ça coûtait tellement cher à l'environnement que là maintenant c'est vraiment sur la manière dans laquelle vous réfléchissez sur la forme du bâtiment, sur l'approche du bâtiment. On a pris un moment l'architecture un peu à côté. Non? Il y a des grands problèmes, hein, mais après c'est toute une question technique, technologie, machine, machin. Et on a un peu mis le projet donc, come acte, come dire italiano direi come atto, no? Di fare il progetto. No? Comme s'il y a quelque chose qui est un peu marginal, non? C'est peut-être esthétique, c'est plutôt une question de langage et tout. Et là, par contre, je pense que tout ça, ça porte l'architecture au centre de la discussion. C'est-à-dire que si on ne fait pas un bon projet, il n'y a pas de technique qui va résoudre les problèmes environnementaux. Le plus grand architecte écologique, si on veut parler comme ça, c'est quand même Aalto. On ne parlait pas d'architecte écologique, on parlait d'architecte. C'est tout. Relation à la nature, relation aux matériaux. Que ce soit par rapport aux grands projets ou aux petits projets, ce travail sur la maison nous a permis d'expérimenter justement cette relation dite écologique, si tu veux, mais tout simplement du bon positionnement par rapport au soleil, de la bonne récupération effectivement des rayons du soleil en temps et en heure, le fait que quelque part la concentration développait effectivement peu de surface de façade. Voilà, un travail de tout, que se doit tout architecte, qui s'est effectivement perdu au fur et à mesure, bien évidemment, du temps.
Parce que les architectes ne sont, pas tous pour exagérer, mais sont effectivement moins là-dedans. Et la vraie question, tu n'as pas de souci quand tu vas à Haïti et que tu te poses les questions de survie, ben là il n'y a plus de souci, si tu veux, d'environnemental, de technicité, d'écologie, tu l'as vécu, tu y es allé, c'est des vraies questions de localité. Comment avec le matériau que j'ai, je peux, tout simplement comment je peux, en faisant attention au vent, au cyclone, c'est beaucoup de choses quand même, hein. Je peux effectivement sur place vivre mieux que survivre, où tu te poses la question, hein, on est allés ensemble en se disant pourquoi reste-t-il sur cette terre? Je suis encore allé en décembre, tu te dis mais avec une force de vie là, en un an qui est fabuleuse, hein, et tu te dis bah oui, l'homme il est attaché, et tu vas à sa terre et quelque part il veut essayer de résister et de continuer à vivre avec ce qui se passera. Si tu veux. Bon, moi c'est ça, si tu veux, c'est vrai que je me sens plus à l'aise dans des décisions si tu veux, d'architecture là-bas que effectivement chez nous. Io quello che, diciamo, gli strumenti che cerco di dare, la riflessione che cerco di portare ai miei studenti è di reagire con i propri progetti sempre rispetto al milieu in cui loro operano. E io intendo per milieu appunto, mi piace usare questo termine francese perché ingloba, non è solo il luogo in senso stretto, parola italiana luogo, ma ingloba tutto, ingloba la cultura di quel luogo, ingloba gli aspetti sociali, ingloba gli aspetti ambientali e quindi ecco, significa questo, cioè spesso ci si trova in territori molto diversi, no? Dai nostri, in territori che hanno anche dei grandi vincoli, delle grandi durezze in qualche modo climatiche, ambientali e il fatto che in passato, anche in un lontano passato, in questi luoghi coloro che abitavano questi territori avevano comunque trovato o tentato di trovare delle soluzioni, no? Ecco, che comunque risolvevano la loro vivibilità, il poterci vivere, il poterci stare in quei luoghi, che erano risposte non tanto a un problema di economia ed energia, ma proprio a un riuscire a vivere in quei posti. E spesso da queste soluzioni più o meno semplici, più o meno appunto tecnologicamente, come dire, sviluppate, io credo che oggi si debba appunto, anzi si debba trarre qualche suggerimento. Anche questo significa un radicarsi alla cultura di quei luoghi. Credo che l'architetto sia in grado di farlo, perché l'architetto poi è abituato a ragionare così e questo fa anche un po' la grande differenza tra un architetto e un professionista di altro genere che magari è capace di risolvere solo l'aspetto tecnico, ma che è quindi privo di tutta questa grande forza e eredità culturale che ci si porta dentro e che arricchisce il progetto. If we look at history, you find out that this situation has happened before. And it has happened several times before now. And this situation means that there is a general consciousness of energy being important, energy being something delicate, something rich, something we have to take care of. Well, we were in this exact situation in 1946, right after the Second World War. And there were many reasonable and good tendencies going on in architecture and engineering towards energy saving, passive environment, etc. We just forgot that as soon as energy became cheaper in the 1950s. So the point is, we should know and we should think of a strategy based on the high potential that in 10 years' time there will be less interest in cutting energy consumption because energy will be cheaper than today. I think that's kind of the Apple approach, kind of deciding it's smarter than you and doing things automatically, you know. But it's very effective in terms of energy. And can I make a point, like,
when I started in Europe 6 years ago, on-site generation was really expensive. And so energy efficiency was the easy decision. If you want to reduce your energy footprint, there's two ways to do it. You reduce or you supply on site. But both of those, if you draw the project boundary around your building, both of those have the result of reducing your energy footprint, right? You can do both, it's even better, right? So 6 years ago, the easy decision was energy efficiency because it was the cheapest. That's changing very fast. What I would really try hard to tell them is, okay, today, 2014 now, is one thing, but by the time you graduate or start designing a building and then get it actually built, it's going to be different, And I'm a firm believer in the projection that renewable energy will continue its massive cost decline, and it will soon get to a point where it makes more economical sense to not do a retrofit and try to swap out windows and whatever. It's just going to make more sense to maximize your roof area for solar. Per esempio la casa, a parte le soluzioni lussuose, non ha trovato un meccanismo di progettazione di schermi che interpretano questa funzione centrale dei media e che non sono solo delle funzioni di ipertrofia del consumo, i mega schermi, ma deve diventare una pervasività di tutto l'ambiente, non so se mi sono spiegato, che può andare nelle situazioni spazio-tempo in cui posso entrare in gioco rispetto a questo è un tema secondo me di grandissimo interesse, come la tecnologia possa, con le nuove piattaforme, le infinite innovazioni che ti permette di fare, possa diventare proprio questo. Tenete presente che anche qui, se noi abbiamo in una logica di esterna l'idea dello sviluppo degli spazi pubblici nel multiscreen e nei grandi schermi, si crea una categorizzazione dell'immagine che deve essere trasferita, non posso passare a casa a vedermi le cose piccole così. Questo è un tema, secondo me, nel momento in cui si parla di convergenza, di integrazione fra la rete, la televisione, eccetera, questo è un tema anche di output che deve essere pensato per la casa. Come cambia la casa rispetto a questo impatto importante della tecnologia, media soprattutto, ma partendo da lì poi sempre abbiamo visto, come dicevo appunto, la casa in generale è diventata housing evolution, questa casa, cioè vedere il tema del modello abitativo, che è un modello al di là del valore centrale che ha la casa in Occidente, nel nostro paese, in Italia, come voi sapete in maniera particolare, poi darò qualche dato se vi interessa. Quindi vedere un po' l'evoluzione di questo abitare nella casa, in un momento in cui ci sono tantissime transizioni, una essenzialmente legata a questo tema del rapporto con i media. Secondo è il tema dell'energia dell'ambiente. Terzo, un tema legato anche alle trasformazioni sociali che ci sono state, il modello della famiglia, il singolo, insomma tanti elementi, l'invecchiamento della popolazione e così via. Ecco, tutti questi fattori hanno portato a dire che un interesse sociale, sociologico verso la casa non era più collaterale, ma era strutturale rispetto all'abitare. E siccome nei miei obiettivi, nei miei desideri, questa grande curiosità che poi è diventata anche una pratica scientifica, diciamo, voleva trasformare in attività per fare, non solo per conoscere, abbiamo usato questi strumenti per orientare anche la progettazione da parte degli architetti. In particolare io ho lavorato con Cucinella e la sua famosa casa da 100K, quella in cui il tema della sostenibilità diventa euristico rispetto alla casa, nasce proprio dalla collaborazione tra me e Mario. Questo è il quadro. Quindi tutti questi temi legati all'energia, alla sostenibilità, alla casa che cambia, tutto il quadro, diciamo, di riferimento si sviluppa ed è molto interessante parallelamente ad uno sviluppo anche di carattere epistemologico, insomma, le tecniche, gli strumenti, le discipline che possono essere messe a disposizione del progettista sono molto più articolate e complesse rispetto a quello
che avveniva qualche tempo fa. Ragionare di questo modo diverso di abitare, nell'abitare, soprattutto attendere, significa comprendere bene quali sono la complessità della domanda sociale. Come dicevo prima, serve capire la domanda sociale è molto complessa e articolata. Persino i cosiddetti livelli bassi, no? Medio-bassi della casa più povera, più quella che a volte era la casa popolare per intenderci, oggi è legata, soprattutto vedendo gli stili di vita dei giovani, la loro sensibilità, la loro domanda di qualità nell'abitare, cosa che non c'era in generazioni di giovani 20-30 anni fa, partono a sofisticare questi strumenti di ricerca. Quindi secondo me questa transizione legata molto al tema dell'ambiente, dell'energia nella casa, è combinata con questi nuovi modelli di lettura sociale che possono dare strumenti anche di interpretazione significativa. Se noi guardiamo le case nel passato, non parlavamo di terrazzi, parlavamo di balconi, e il balcone di solito era al primo piano perché era il piano nobile e non aveva mai la possibilità di essere sfruttato per viverci, era qualcosa che si rappresentava per farsi vedere da chi passava per la strada, quindi era un momento dove si identificava, non so, un ruolo sociale. Che ogni edificio ha delle caratteristiche, per esempio il bosco verticale vuole essere proprio un edificio immerso nel verde che ha proprio una contestualità riferita a quello che è il giardino in verticale. Infatti gli alberi che sono stati prodotti, che sono la vera architettura dell'edificio, sono alberi di alto fusto, e i terrazzi sono dei terrazzi che sono un prolungamento dell'appartamento stesso perché sono delimitati da parti chiuse, e quindi quando siamo nell'appartamento si ha proprio la sensazione che l'appartamento, l'esterno e l'interno si amalgamano tra di loro e uno diventa parte dell'altro. La tecnologia, la domotica, tutti questi elementi, smartphone, tablet, eccetera, rendono l'individuo ancora più individuo in una globalizzazione, ma quindi modifica anche la condizione ambientale, cioè si vive in un altro modo nelle case. E quindi nell'utilizzo dello spazio si tiene conto proprio di questo cambiamento sociale. Il y a un problème simple, il y a une courbe, il y a une relation entre la température et l'apprentissage. Et l'apprentissage, on dit ça? C'est l'apprentissage, oui. Il y a une relation énorme. Plus la température monte, plus la courbe d'apprentissage descend. Tu peux faire des écoles qui coûtent 2 millions, mais qui les gens, ils n'apprennent rien. Parce que dans les périodes les plus chaudes, les enfants, ils ne comprennent rien. Parce que quand il y a 40 degrés à l'intérieur d'une école, vous avez les enfants. Donc, alors là, c'était le clic qui a changé la perception de l'école. Ce n'était pas l'aspect green. C'était plus intéressant les conséquences. C'est-à-dire, il y a une condition de confort, parce qu'il y a des changements d'air, parce qu'il y a une réduction de température, qui fait que l'école il est plus performante à niveau éducatif. Alors pour moi, c'est ça qui me semble intéressant dans un bâtiment qui a ce type d'attitude. Donc après, chacun se peut dire c'est un bâtiment écologique, ça ne m'intéresse pas du tout. Non. Ça m'intéresse que le fait qu'on fait un bâtiment qui a une conséquence sur la qualité de vie des gens, des enfants. Alors moi, je ne vois pas du tout pourquoi on ne peut pas prendre tout ce savoir-faire, milliers d'années, et on va reprendre ça. Il faut le interpréter, il faut réfléchir, mais il ne faut pas abandonner toute cette connaissance si on veut répondre à ces grandes questions des nouveaux paradigmes. Donc, je dis toujours, il y a un pont qu'il faut reconstruire avec notre passé qui est riche.
Et quand effectivement tu es, moi je fais partie d'une réunion sur la lumière du jour, quand tu es dans un bâtiment plein sud, mais qu'il faut que tu protèges en permanence au sud, eh ben tu as sans arrêt de l'éclairage artificiel. Donc là tout le monde est en train de se poser les questions de la notion de l'énergivore d'un bâtiment. Je rejoins un peu Goza-Müller là-dessus, c'est la notion, si tu veux, d'éco-responsabilité. Et je leur ai expliqué que s'ils voulaient tout simplement ouvrir, il fallait tout simplement qu'ils arrêtent le double flux. Et que ça, c'est une question de responsabilité personnelle. Alors personnelle, c'est pas l'individu tout seul dans son bureau, c'est une décision partagée et ensemble. Donc c'est pas compliqué. T'arrêtes le double flux et tu vas effectivement ouvrir tes fenêtres, mais tout ceci, c'est une gestion de l'espace par les habitants. Par les occupants, plutôt, on va dire, pardon. Par les occupants. Et ça se fait effectivement très bien. Mais là-dessus, il ne faut pas non plus, tu vois ce que je veux dire, il faut aussi, alors c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est dans un monde, allez, on va pas se refaire ce que tout le monde sait, très individuel, on est chacun ses choix, ils sont les premiers à être étanchés, c'est pas la bouteille thermos du bâtiment qui fait qu'ils sont étanchés, les gens sont très dans un comportement, tu vois, très, très individualiste dans leur bureau, etc. Quand on leur a énoncé qu'il fallait faire de la ventilation nocturne, c'est-à-dire qu'il fallait que, ou aérer la journée, il fallait qu'ils ouvrent leur porte de bureau pour que ça transfère entre la façade sud et la façade nord, j'aurais dit, vous faites bien ça chez vous, vous voulez faire un courant d'air. La formation, si tu veux, de l'ingénierie, et depuis que le HQE, parce que vous reparlez aussi du HQE, a été imposé, voilà, c'est devenu plutôt un lobby économique chez nous, ça a été effectivement que ça. Et les ingénieurs, si tu veux, il a fallu arriver à ce que les a priori, les idées préconçues, si tu veux, se bousculent. Maintenant, tout le monde a récupéré ça comme étant une attitude sociétale. Bon. Mais quelque part derrière, c'est une application des normes, ni plus ni moins, dans lesquelles l'ingénierie est malgré tout, effectivement, je dirais, principalement là-dedans. And one of the components of this of this indoor environmental quality is the controllability. So this is a fact in many of our projects. We've experienced that fact that people that can control their environment feel better. Because some mechanical engineers, my background is mechanical engineer actually, believe that giving control to the people will be inefficient and will be more energy consumption, which could be the case, but not always. But if you want to have comfort, you need to provide controllability to the users. And this probably has changed from the previous years, the intelligent buildings. So we need to have this technology being humanized and being able to meet the demand. Obviously, for Mediterranean countries it is, but for their climate, maybe it's right, and for their culture. But still there are limits of ventilation which you have to comply with. And I remember having heard from a colleague from Denmark some weeks ago an incredible study by which they had measured the amount of ventilation rate per hour that was taking place really in houses and in schools, in kindergarten schools in Denmark. And surprisingly, half of the schools had a ventilation rate, either natural or forced, that was below the minimum being 0.5 air changes per hour. So that meant that kids in those kindergarten schools were feeling tired and depressed just because the air quality was not good, because surprisingly we decided that air could not move because that would mean energy losses. Apart from the obvious maintenance of the historic centers or the protected areas, the most probable situation is that in all the non-protected areas, and that's going to be another debate, facades will change every 15-20 years, and buildings will be invited to change their
onion layer, the outer layer, just because it makes sense to do it. Because by changing the outer layer, you can improve the surfaces, add additional insulation, improve some of the performance of the building, act and repair or improve other things, and finally cover it up, wrap it up again with a different aspect, which has an economic issue, which means the value of that building or that row of buildings or that part of the city will improve because it will look new. And somehow it will be new, it will be renovated. So yes, the life cycle thinking has an impact on the way cities will look like or will change in the future, which has never happened to us. Apart from changing colors, we haven't changed facades and city views as much as we will do in the future. Durability is something that is there. You need to have solutions that last long. But we need to, when we look into detail, and we need to be precise about this word, because maybe this is not something that is going to last 50 years as it is now, because this will not be sustainable. Because after 15 years, the owner will be not happy with the building because the tenants are not buying an ugly facade that is 30 years old. Comme je dis toujours, l'énergie, il faut la voir comme une opportunité créative. C'est-à-dire que si on la voit seulement pour la partie technique, c'est-à-dire on va mettre en isolation et c'est fini, en effet, j'imagine sur les grands ensembles, non? Sur les périphéries dans lesquelles il y a beaucoup de bâtiments, qui là, je ne sais pas comme en France, qui sont encore sont presque publics, mais c'est vrai que la seule direction pour améliorer les périphéries, c'est de faire des vides, il faut peut-être enlever quelque chose, mais de l'autre côté, reconstruire des nouveaux langages de façade pour donner plus de qualité, rajouter des balcons, c'est travailler un peu sur le bâtiment au niveau architectural avec l'excuse de l'énergie, ça peut être la seule, moi je trouve que c'est le seul moteur pour améliorer la qualité architecturale de cette partie de la ville. Parce que je ne vois pas comment on peut imposer les gens seulement pour une question architecturale de travailler sur le bâtiment. Un exemple très simple, on parlait l'autre jour avec un architecte hollandais qui montrait un exemple à Rotterdam, un bâtiment terrible, non? Le classique bâtiment bureau des années 70, non? Bâtiment au cœur de la ville, terrible. Hein? Et les gens, ils étaient très, très fâchés avec le bâtiment, non? Parce que c'était hostile, non? C'est quelque chose, il n'y a pas de relation. Et la question, on pourra poser, c'est une question esthétique ou c'est un problème d'usage? Alors, dès que le bâtiment était vide, pour beaucoup de temps, les gens le voyaient comme quelque chose, un fastidio, non? Quelque chose que... Donc, il y a quelqu'un qui a pris ce bâtiment sans aucune intervention architecturale, non? Qui n'a pas changé l'aspect du bâtiment, mais a changé l'utilisation. Donc, à l'intérieur, il y a des espaces collectifs, il y a la palestre pour faire la gym, après il y a les champs pour le yoga, il y a le petit marché biologique. Et tout en coup, ce bâtiment il est devenu partie de la vie des gens. Donc ça montre qu'on ne peut pas utiliser seulement l'esthétique pour transformer un bâtiment, parce que ça ne va pas marcher du tout. Hein. Donc ça montre qu'il y a un niveau qu'il faut faire attention, parce que le pouvoir de l'architecture pour l'architecture, si ce n'est pas lié à un usage, à un sens, il risque d'être un exercice esthétique. On ne va pas changer la vie comme ça. Justement, vous disiez There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone.
place where I feel at home. Disappear.